French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Salut à tous, une fois n'est pas coutume, avant de donner la parole à nos entrepreneurs français, nous allons revenir sur une étude faite très récemment par un des plus grands cabinets de conseil au monde, l'américain McKinsey, auprès d'un échantillon de chefs d'entreprise venus du monde entier. Cette étude jauge les scénarios économiques possibles de sortie de crise. Alors, premier enseignement, l'ensemble des patrons consultés rejettent le scénario d'une reprise rapide. En fait, il ressort majoritairement de cette enquête deux issues possibles liées au succès ou non des confinements imposés. Alors pour schématiser, confinement réussi et pas de rebond de la pandémie, reprise en 2021, confinement sans succès, résurgence de la maladie à l'automne prochain, et là la reprise économique pourrait devoir attendre 2022 voire 2023. Ces univers lointains, les French Boss avec lesquels nous allons nous entretenir aujourd'hui acceptent de les voir, ils acceptent de les imaginer, mais tous ne sont pas sûrs en revanche de pouvoir les atteindre. Lors de notre première rencontre avec elle, nous avions trouvé Laurence Lim vive, résolue et résolument optimiste. Et reparler avec cette jeune quadra qui vit actuellement confinée à New York va confirmer en l'affinant le regard que nous portions sur elle. Derrière la vivacité se cache aussi une grande empathie qui peut, dans certains cas, se teinter d'inquiétude. Alors, on replante le décor. Laurence est à la tête d'une société de conseil marketing, Cherry Blossoms Market Research, basée à Hong Kong et qui s'efforce de faire connaître à la population chinoise les produits de luxe français en augmentant leur visibilité. Aujourd'hui, Laurence vit donc à Brooklyn et ce qui était simple auparavant, piloter sa structure chinoise depuis les États-Unis, reste simple aujourd'hui malgré la crise. Depuis New York, Laurence Lim nous parle de Hong Kong. En fait, pendant Chinese New Year, mon équipe, qui est basée à Hong Kong, mais qui est originaire de Chine continentale, est revenue sur Hong Kong et s'est retrouvée en quarantaine. Et en fait, moi, j'ai pas pris, comme plein de gens ici, à l'autre bout de la terre, j'ai pas bien pris l'ampleur de ce qui se passait. Et j'ai mis du temps, en fait, à comprendre l'angoisse de mon équipe. Parce qu'en fait, en Chine, les gens sont, culturellement, en particulier à Hong Kong, les gens sont assez psychotés, psychotent assez facilement sur toutes les questions d'épidémie. Si vous prenez un taxi à Hong Kong et que vous éternuez ou que vous toussez dans un taxi, bien avant le virus, vous étiez considéré comme un pestiféré, le taxi paniquait, vous fusiez du regard, ouvrait toutes les fenêtres en grand. Et je pense qu'il y avait vraiment cette panique-là. Les gens mettent des masques dès qu'ils sont malades. Et moi, quand j'ai senti les premières angoisses de mon équipe à Hong Kong, j'ai pris ça un petit peu à la légère. Je me suis dit, oh là là, c'est bon, elles angoissent pour pas grand-chose, elles veulent plus venir travailler au bureau, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul du manque d'empathie et du manque, le fait que quand on est loin, en fait, on réalise pas ce qui se passe. Et je trouve ça triste que il faut que les choses arrivent sous notre nez pour qu'on se rende compte qu'il y a des situations graves dans ce monde. Et ça me fait assez peur en fait quand j'y pense. Alors aujourd'hui donc vous êtes à New York, donc vous n'allez pas retourner en Chine, bien que ce soit le pays dans lequel la crise risque de se terminer le plus tôt possible, mais pour l'instant vous restez à New York. Vous me dites si je me trompe, hein? Non, c'est ça. Voilà. Ma question, c'est une question de la part de quelqu'un qui voit ça de loin. Est-ce que le fait d'avoir deux business, même si en fait vous n'avez qu'un business, mais deux business, un en Chine, un à New York, ça laisse pas deux fois plus de chances d'échapper d'une certaine manière à la crise économique que va traverser le monde industriel? Je pense que oui, ça me donne beaucoup plus d'agilité, le fait d'être sur deux continents opposés. Ça m'a permis de changer un peu de braquet. Donc au départ, j'ai reconcentré mon business sur les US, et puis après maintenant, il rebascule sur la Chine. Mais je vais vous dire, le virus s'est propagé tellement rapidement
vraiment qu'en fait l'impact est global aujourd'hui. Mais cela dit, moi j'ai de la chance parce que mon business c'est pas du business opérationnel. Donc finalement, moi, notre métier, c'est d'expliquer aux gens ce qui va se passer dans la tête des gens. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos clients, les marques, les entreprises ont besoin de comprendre comment vont évoluer les consommateurs, comment vont évoluer leur système de valeurs, leur comportement, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc encore une fois, moi, mon business, il est pas tellement affecté parce que je vends pas des choses, je vends du service, je vends des idées, de la recherche, et ça, c'est assez facile à dématérialiser. Alors, Laurence, on va revenir un petit peu à ce que vous me disiez la dernière fois qu'on avait parlé ensemble. C'était il y a quelques mois, hein, c'était au mois de décembre. Première chose que vous me disiez, quand vous me parliez de vous me disiez, moi, ce qui est important pour moi dans la vie, c'est d'avoir le sentiment que j'apprends toujours quelque chose. Qu'est-ce que vous apprenez de ce qui se passe en ce moment sur le plan professionnel? Alors professionnel, je dirais que pour moi cette crise elle a été un révélateur au plan professionnel, mais ça croise aussi l'humain. C'est ce que ça m'a appris, c'est la communication. En fait, encore une fois, ça m'a fait réaliser, mais brutalement, que mon mode de communication était pauvre. En fait, moi, c'est pas un bouleversement pour moi le travail à distance que plein de gens découvrent en ce moment. Pour moi, c'était mon quotidien. Et j'avais l'impression que je m'en tirais bien, que je parlais à mon équipe et qu'on se parlait, que c'était formidable, pas besoin de se voir en vrai tous les jours, et ça marche très bien. Et en fait, aujourd'hui, l'impact du virus, la fragilité des gens, le besoin de contact humain, le besoin d'affect, de réassurance de mon équipe, par exemple, je me suis rendu compte à quel point mon mode de communication était insuffisant et que j'étais dans un... typiquement, par exemple, mon mode de communication majeur avec mon équipe, c'est de faire des calls d'équipe où j'ai toute mon équipe en face et je parle. Et finalement, c'est un mode de communication très asymétrique, très informatif, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que mon équipe, elle a besoin d'être rassurée. J'ai besoin de leur parler à chacune, de comprendre, de prendre leur température, de comprendre comment elles se sentent, de voir ce dont elles ont besoin et ce qu'elles me diront jamais, ce qu'elles me feront jamais remonter dans le cadre d'un appel collectif, parce que on parle pas de soi. C'est pas l'espace pour ça. Donc je pense que c'est ça que j'ai appris. Dans 1 an, dans 2 ans, Laurence intègre parfaitement les prédictions des spécialistes et elle n'en souffre pas particulièrement parce que cette crise l'a plongée dans une réflexion assez profonde sur l'attitude citoyenne qui, plus aujourd'hui qu'hier, doit être celle des entreprises et des entreprises de luxe notamment. Aujourd'hui, je suis pas dans une logique de comment capitaliser sur le coronavirus pour vendre plus d'études. Je pense pas du tout à ça. Je pense à comment faire pour que l'industrie pour laquelle je travaille soit encore plus responsable. Je pense que c'est une industrie qui est un peu au milieu du gué, où il y a beaucoup de choses qui sont faites. On le voit avec LVMH qui produit du gel pour les mains, qui a donné des millions de masques, et c'est formidable, et qui est une entreprise, les groupes de luxe sont aujourd'hui beaucoup plus responsables qu'avant, mais je pense que ça nous fait, moi en tout cas, ça me fait réaliser qu'il faut qu'elles aillent encore plus loin vers un luxe de responsabilité et versus un luxe de gaspillage et d'ostentation. Je pense qu'il faudra aller plus loin après cette crise. Je pense plutôt à ça plutôt qu'à orienter mon business plan. On dit aussi souvent que dans les crises, ce qui tient le mieux souvent, c'est le luxe. Ça doit être un élément rassurant pour vous. Le luxe, Laurence, se vend toujours, quelles que soient les situations. Et là, ça pourrait correspondre à une période d'euphorie qui, pourquoi pas, suivrait la crise où les gens se réfugieraient un petit peu dans le luxe pour se faire plaisir. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une consommation qui est assez réfractaire aux crises. Si on regarde sur l'histoire du luxe, comment des maisons comme Dior, Chanel, Saint-Laurent ont fleuri juste après la guerre. Et c'est un paradoxe, elles ont fleuri juste après une période de privation où les gens avaient des tickets de rationnement, où les gens ont vécu les couvre-feux, etc. Et ces maisons-là, elles ont eu pour vocation première de réenchanter le monde, d'apporter quelque chose qui était certes absolument superflu, de monde de paillettes, de strass, de champagne, etc.
mais c'est ça la vocation du luxe. Donc je pense qu'en fait, je pense que oui, le luxe va certainement bien s'en sortir, précisément parce que les gens auront besoin de fantaisie après cette période bien sombre. Et puis en termes de communication, Laurence, c'est bon pour vous, ces grands groupes de luxe qui se donnent une belle image, vous qui communiquez sur ces grands groupes-là, on rappelle que vous faites rentrer ces enseignes en Chine le plus possible partout où vous pouvez. Vous qui communiquez sur ces grands groupes, là, vous tenez un élément de communication vachement important de l'attitude qu'ils ont eue pendant la crise. Mais moi, ma recommandation, c'est précisément de communiquer le moins possible. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est pas à la communication, l'heure elle est à l'action. Donc, moi, je suis très Laurence, je vous interromps, on parle pas aujourd'hui. On parle dans quelques semaines, dans quelques mois, je ne sais pas quand tout ça sera fini et quand il y aura un redémarrage. Est-ce que vous allez pouvoir profiter de cette attitude citoyenne et respectable que se sont donnés ces grands groupes pour communiquer dessus? Est-ce que chez vous, ça peut induire une nouvelle forme de communication sur ces groupes-là? Non. Alors je vais vous dire vraiment. Je pense que parce qu'on a des projets où on communique sur la communication corporate et l'image des marques en tant qu'entreprise en fait. Et je vais vous dire, moi j'ai toujours pensé que c'est la question des valeurs en fait. J'ai toujours pensé que les valeurs il fallait les incarner et que le moins on communique sur les valeurs et le moins on essaie de définir et d'expliquer ces valeurs, plus on est authentique. Et je pense que plus les marques vont essayer ou les entreprises vont essayer de communiquer sur leurs bonnes actions et de dire regardez moi ce que j'ai fait c'est formidable, plus elles vont perdre leur authenticité et ça va être un effet boomerang complètement, l'effet sera inverse. Donc je pense qu'il faut communiquer le moins possible là-dessus. Enfin, il faudra à l'avenir communiquer le moins possible là-dessus, mais changer les process, changer la manière dont les marques de luxe travaillent, apporter plus de transparence, montrer comment ont été faits, la manière dont sont fabriqués les produits, l'impact, quel est l'impact. Encore une fois, aller vers incarner pour de vrai un luxe de responsabilité. Ça veut dire faire en sorte que on va sourcer des matériaux qui vont pas heurter la nature. On va faire travailler des gens dans le respect de leur savoir-faire, dans le respect des communautés locales, sans les exploiter. C'est ça le luxe de demain et c'est ça qu'il faudra faire encore plus demain et non pas capitaliser sur des bonnes actions pour se couronner de laurier. Ça, ce serait hypocrite, puis ce serait même répugnant. Laurence, ma dernière question, donc j'ai cru comprendre que cette crise dans laquelle on est encore actuellement, elle avait remis beaucoup de choses en question dans votre tête, dans votre manière de réfléchir, dans votre manière d'appréhender la vie sous toutes ses formes. Si on vous demandait un adjectif, pour dépeindre votre état d'esprit aujourd'hui, est-ce que ce serait morte de trouille? Est-ce que ce serait optimiste? Est-ce que ce serait dans l'attente? Quel serait votre état d'esprit aujourd'hui, Laurence? Ouais. Alors morte de trouille certainement pas. Moi je suis pas du tout angoissée. Je suis très sereine. Je pense que c'est dans l'attente. En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment au milieu du gué et moi j'ai l'impression que plein de choses sont en train de changer. J'ai l'impression que les gens changent. Je vois plein d'expressions d'empathie, d'altruisme. Les gens ont envie de changer la manière dont ils interagissent. J'ai l'impression que les gens étaient seuls et qu'aujourd'hui ils se rendent compte et vivaient un peu une grande part de leur vie de manière virtuelle. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens se rendent compte du besoin d'humain et de contact. Et cette prise de conscience, en fait, je me demande si elle va se transformer sur le long terme. Je pense qu'elle aura un effet de court terme de rattrapage où les gens, vont voir leurs amis, faire plein de choses et apporter plus d'humain. Mais est-ce que sur le long terme, les choses vont changer? Je suis vraiment dans l'expectative de ça, de voir si vraiment nos interactions et les relations humaines et les relations dans l'entreprise vont changer sur le long terme. Susciter la réflexion, c'est peut-être, certainement, une des seules bonnes choses qu'apporte cette crise.
Des 3 entrepreneurs français à la rencontre desquels nous allons aujourd'hui, Guillaume Depoix est certainement le plus malchanceux et aussi le plus inquiet sur l'avenir. Nous avions parlé avec lui il y a à peine plus de 6 mois. Guillaume était en pleine euphorie. Il s'apprêtait à ouvrir un restaurant de haute qualité dans un des quartiers les plus vivants de Londres, Soho. Tout était écrit, pensé, financé. Quelques semaines plus tard, ce que l'on pensait être une belle aventure commençait. Guillaume Depoix. J'ai pu ouvrir mon restaurant le 11 novembre, ça s'est extrêmement bien passé. Les débuts étaient excellents et malheureusement on a commencé à avoir une baisse du chiffre d'affaires à partir de mi-fin février pour arriver à une fermeture le 18 mars, suivant les conseils de Boris Johnson de ne plus aller au restaurant. Voilà, donc j'ai fait partie des premiers qui ont dû fermer. Ça a été extrêmement dur, surtout qu'à l'époque, quand j'ai annoncé la fermeture du restaurant, on ne savait absolument pas ce qui allait être fait pour les équipes. Donc ça, c'était quelque chose d'assez... En fait, quand j'ai dit au revoir aux équipes, je ne savais pas si l'État allait les payer. Et on a su qu'une semaine après, que l'État allait soutenir 80% de leur salaire. Parce que quand en Angleterre, vous n'avez pas d'équivalent de chômage. Voilà. Donc ça a été très dur, mais ça a surtout été très dur parce que on a mis beaucoup de travail, beaucoup de force et d'énergie à monter Folie, et qu'on se prenne ça alors qu'on était en pleine stabilisation de chiffre d'affaires et en pleine croissance de chiffre d'affaires, ça a été très dur. Ce qui est également très dur, c'est de penser à l'après, dans quel monde on va entrer. Folie est un restaurant plutôt haut de gamme, assez festif, et ma grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les gens vont avoir envie de continuer d'aller au restaurant malgré les levées de confinement. Est-ce que les gens auront encore de l'argent à dépenser au restaurant? Quelle va être l'ambiance générale? Tout ça, on vit dans un monde plein d'interrogations. Dans son malheur, il reste néanmoins une lumière essentielle. Compte tenu des bons débuts de Folie, le restaurant en question, le principal investisseur, un fonds de placement, maintient sa confiance totale au jeune entrepreneur qu'est Guillaume. C'est donc lui qui a aujourd'hui les cartes en main pour mettre en place l'étape suivante, la renaissance. On essaie mutuellement de se soutenir. Malheureusement, les prévisions ne sont pas formidables. En revanche, il va falloir déjà commencer à penser à se réinventer, et on réfléchit à tout ça ensemble. Savoir est-ce que les gens vont encore avoir envie de folie. Est-ce que les gens vont encore, ou alors est-ce qu'il va falloir complètement changer ce que l'on fait? Il y a également de grosses négociations qui sont à faire avec les propriétaires des murs, qui sont un propriétaire institutionnel qui possède la moitié de Soho, qui s'appelle Shaftesbury, parce que effectivement on va pas pouvoir continuer dans les conditions dans lesquelles on est, avec des loyers aussi hauts. Et voilà, donc en fait, si vous voulez, il va falloir totalement qu'on se réinvente dans un monde qui est totalement inconnu, mais qui sera malheureusement un petit peu moins rose que celui qu'on avait hier. Alors même si on ne sait pas quand tout cela va arriver, Guillaume, vous parlez beaucoup de vous réinventer. Quelle est la tendance en matière de se réinventer? Qu'est-ce que vous envisagez de devenir, de faire? Alors tout d'abord, j'espère que Folie sera quelque chose qui sera recevable et acceptable dans le futur, et cela, j'en serais ravi. Est-ce que nos clients vont vouloir je pense qu'à mon avis, il va falloir revoir notre politique de prix. Il va falloir revoir la façon dont on agence la salle. Peut-être qu'avec la distanciation sociale, on ne va pouvoir asseoir qu'une table sur deux. Il va falloir également se réinventer parce que la masse salariale ne pourra plus être la même. Donc savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les équipes. Est-ce que le nombre de jours d'ouverture du restaurant seront les mêmes? Puisque moi j'étais ouvert 7 jours sur 7, de 7h du matin à 1h du matin. Peut-être qu'il va falloir songer à fermer peut-être une journée. Malheureusement, on ne sait absolument pas dans quel monde on va entrer. Il y a plusieurs scénarios possibles, et je les garde en tête. Mais là, pour l'instant, voilà, ça va vraiment dépendre quand
quand les restrictions vont être levées. Est-ce que les restrictions des restaurants vont être levées au même moment? J'en doute. Est-ce que les gens vont avoir peur d'aller au restaurant? C'est un risque. Je pense qu'il va falloir voir ce qui se passe un petit peu ailleurs et ensuite s'adapter au jour le jour et savoir prendre des décisions et changer de modèle très rapidement. Tout ce dont vous me parlez dans cette optique de vous réinventer, finalement, ça correspond à une réduction de la voilure, en fait, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, va falloir qu'on réfléchisse à comment réorganiser, comment réorganiser le restaurant. Il y a plusieurs paramètres qui vont nous permettre de le faire. C'est tout ça. Voilà, on a des plans dans les cartons. Maintenant, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on réouvre et quand est-ce qu'on réouvre, et ensuite réfléchir avec les équipes et les investisseurs de savoir comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le met en œuvre. Je vais revenir sur ce que vous venez de me dire, Guillaume, concernant la réduction des prix de votre carte. Pourquoi imaginer ça? Est-ce que on a la certitude, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez la certitude que après cette crise du coronavirus, les gens ne seront plus prêts à investir la même chose dans le plaisir qu'est une bonne bouffe dans un bon restaurant? Quand je suis optimiste, je me dis que les gens vont vouloir, après 3 mois de confinement, ressortir, faire la fête, s'amuser, faire des grands dîners, mais en revanche vont plutôt couper sur leurs vacances parce qu'il va y avoir la peur du voyage. Donc je me dis que d'un côté, je me dis voilà, les gens vont pouvoir le faire. Après, le problème, c'est que comme il y aura un petit peu moins d'argent dans les porte-monnaies, et ça, je pense que ça, c'est indéniable et on ne peut malheureusement rien faire par rapport à ça. Et toutes les analyses le prouvent. Oui, effectivement, il va falloir un petit peu qu'on aide nos clients à pouvoir s'offrir Foli dans des conditions un petit peu moins chères, tout en ayant une bonne expérience. Après, voilà, je pense que ce sera plus sur des produits qui seront peut-être un petit peu moins qualitatifs, mais en revanche, on les traitera, donc c'est-à-dire peut-être, vous voyez ce que je peux peut-être retirer le homard et les truffes et me concentrer sur des produits tout aussi nobles, mais peut-être un petit peu moins luxueux. Ouais, mais ça veut dire que c'est un peu la finalité, c'est un peu l'image du restaurant qui va changer au travers de cette crise et à cause de cette crise. Alors, je pense pas, parce que nos serveurs seront toujours dans les très beaux uniformes qu'on a dessinés pour eux. Le décor qui a été dessiné par Studio KO sera toujours le même. Les assiettes seront toujours extrêmement bien présentées. Mon chef sera toujours Christophe Marlex, qui a passé 10 ans de sa vie chez Alain Ducasse et qui ne laissera jamais sortir une assiette qui n'est pas au niveau de Foli de sa cuisine. On peut servir une très très belle bavette, parfaitement cuite et parfaitement exécutée, plutôt qu'une seule meunière qui sera tout aussi bonne mais peut-être un peu plus luxueuse et que les gens ne pourront peut-être pas s'offrir. En revanche, sur tout ce qui est les choses à partager, on va les laisser. On veut quand même garder le côté festif de Foli. Encore une fois, tout ça pourra peut-être changer. Hein. Je veux pas me mettre, je ne me mets aucune barrière. Il va falloir être très flexible. Et alors, donc le contenu, si je puis dire, la philosophie, globalement, on risque de changer donc lors de la réouverture. Mais quand même, dans le nom de ce restaurant, il y a le mot Foli. Est-ce que vous allez, justement, vous me dites que la Folie, elle sera peut-être plus là? Est-ce qu'il y aura un besoin de rebaptiser ce restaurant? Non, parce que je veux dire, je veux garder la folie, c'est aussi la folie architecturale. Il y a le côté très festif et très fun du restaurant qu'on va garder. Maintenant, voilà, on a fait toute notre image dessus, on a fait un très beau démarrage dessus. On va rentrer dans une période, espérons-la, la plus courte possible, qui j'espère sera la plus courte possible, et en fonction de ça, on reviendra sur le Foli initial dans quelques années. Combien de temps ça prendra? J'espère le moins longtemps possible. Voilà, en fait, c'est une question de calendrier. Je me souviens que la dernière fois qu'on avait parlé ensemble, vous évoquiez la possibilité de créer 2 autres restaurants à Londres dans les années qui viennent. L'idée
me semble-t-il, vous me le dites si je me trompe, elle est toujours un peu dans votre tête, Guillaume, mais après c'est une question de calendrier, ça viendra plus tard. Comme vous le dites. C'est vrai que voilà, c'est ouvrir d'autres restaurants dépendent forcément du succès du premier. Là, effectivement, ça, c'est toujours dans ma tête. J'ai plein d'idées et également les cartes vont être rebattues à Londres. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai toujours en ligne de mire. Peut-être que ce sera d'autres concepts, d'autres idées, d'autres choses, parce qu'il va falloir évoluer avec son temps. On parle de gros changements sociétaux, mais tout ça n'est pas sûr. Alors voilà, il va falloir. Oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai en ligne de mire, mais là, il va vraiment falloir se concentrer sur la réouverture de celui-ci. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe, qui avait quelque chose d'inéluctable, est-ce qu'il est mieux que ça vous arrive quand vous êtes encore tout petit, tout jeune, ou est-ce que si cette crise était arrivée plus tard, peut-être qu'elle aurait été encore plus grave pour vous ? Alors malheureusement, j'aurais bien aimé qu'elle arrive un petit peu plus tard parce que pour moi, ça va vraiment être une deuxième ouverture complète de mon restaurant, puisque on peut pas dire que j'étais un restaurant pérenne que les gens connaissaient. J'ai peur que les gens retournent dans les restaurants qu'ils connaissent, dans lesquels ils sont habitués depuis longtemps, et retourner vers des valeurs sûres et ensuite revenir chez Feuilly. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui les premiers mois d'activité de Feuilly de faux départ? Ce serait un petit peu... Oui, alors malheureusement... Ça a été un beau départ. On s'est un peu pris un arrêt net. Non, je pense que ça va être un second départ. Ça a été un bon départ et maintenant on va faire un second départ. Avec ce que vous avez appris durant la première fois, à savoir que le potentiel de succès était là. Et ça, aujourd'hui, tous les entrepreneurs français avec lesquels on s'entretient en ce moment, eh bien, ils n'ont pas tous cette certitude que le potentiel est là. Vous l'avez, Guillaume, cette certitude. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, je me dis que les gens auront toujours envie et besoin d'aller au restaurant. J'ai une grande confiance en les Londoniens et je sais que c'est un peuple qui a toujours été résilient, qui a toujours beaucoup aimé sortir, se retrouver dans des restaurants, dans des pubs, et c'est quelque chose que je me disais déjà à l'époque avant le Brexit. Donc je suis sûr. J'espère fortement que cet esprit londonien restera et que les gens continueront de sortir pour aller passer un excellent moment dans un restaurant ou dans un pub, et pour ça j'ai assez confiance en eux, et même et en plus à Sceaux où je suis, qui est quand même un lieu où il y a beaucoup de monde et de passage, et c'est vraiment un lieu où les gens se retrouvent pour s'amuser, se détendre et passer des bons moments, et ça j'ai confiance en eux. Mais pour lui, peut-être plus que pour beaucoup d'autres, attendre la reprise pendant peut-être plusieurs années est quelque chose de tout à fait inimaginable. Les coûts de loyer notamment auraient raison d'une aventure entrepreneuriale pourtant parfaitement menée. On reste à Londres, on traverse juste la Tamise pour retrouver à Clapham, rive gauche, une de nos toutes premières French Boss, Marine Vincent, 39 ans, pharmacienne, donc d'une certaine manière actrice de la crise et au bout du compte débordée. Merci à elle, Marine, de nous avoir accordé donc ces quelques minutes au cœur de cette période. Effectivement, c'était une période très très occupée, à la fois en boutique physique et à la fois en ligne aussi. Il y a 2 semaines, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on va dire, c'était vraiment à Clapham, dans la boutique, où vraiment il y a eu énormément de demandes, d'angoisse aussi. Les gens venaient faire du stock. Comme on a les essentiels, c'est-à-dire les masques, les gels, le paracétamol, les gens vraiment étaient venus en masse. Donc là, il a fallu que on se réinvente. Et donc moi, je suis en permanence en boutique. Et depuis la semaine dernière, c'est la boutique en ligne qui devient vraiment très très occupée. Donc on est sur le pont, vraiment 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais bon 10-12 heures par jour. Marine, qu'est-ce que vous entendez par se réinventer ? Eh bien la façon de travailler forcément n'est plus la même exactement. En étant dans une boutique de soins, il a fallu faire des choix. Par exemple, on a fermé la salle de consultation où j'ai une quinzaine de consultants qui normalement viennent
proposer leur consultation à leurs clients, à leurs patients, donc que ça soit ostéopathe, kiné, psychologue, etc. Donc là, on a fermé la salle pour le moment. Là, on est en train de regarder pour faire des consultations en vidéoconférence. Donc ça, c'est déjà une première façon de se réinventer. Moi, j'ai modifié les horaires pour pouvoir livrer aussi les gens. Voilà, il faut être vraiment réactif. Heureusement, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc la réactivité, normalement, on sait faire. Mais là, la crise est quand même assez importante. Donc il avait vraiment fallu faire des choix et s'adapter. Et là, maintenant, donc on peut livrer. On a mis en place des outils aussi pour être plus efficace dans la communication. On a maintenant un portable où les gens peuvent nous texter sur WhatsApp, etc. Sans préjuger de la date de sortie de la crise, sans préjuger de savoir combien de temps elle va durer, qu'est-ce que cette crise, cette pandémie, elle vous a appris à vous, pharmacienne, déjà? Alors, elle m'a appris que, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux sont pas forcément toujours une bonne chose. Ça crée plus d'angoisse, je trouve, que nécessaire, on va dire. Tout le monde a son mot à dire. Les gens, dès qu'ils voient une info, ils la prennent pour argent comptant, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je pense qu'il faut quand même continuer à faire confiance aux professionnels, que ce soit de santé ou épidémiologistes. Il y a ça en premier lieu. En deuxième lieu, j'espère en fait que les gens vont pouvoir se recentrer sur l'essentiel de la vie, c'est-à-dire être avec sa famille, les gens importants. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer de cette crise. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sans qu'il soit possible de mal interpréter ce que je vais dire. C'est que finalement, pour vous, cette pandémie qui arrive très tôt dans votre activité, puisque vous avez créé votre société à la fin de 2016, c'est-à-dire il y a à peine plus de 3 ans. Est-ce que finalement c'est pas une chance pour vous? Alors, oui et non. Alors oui, je suis quelqu'un d'assez positif, donc on va dire que oui, parce que j'ai la chance d'être dans le milieu de la santé et du coup effectivement c'est le domaine qui à l'heure actuelle est nécessaire, on va dire. Donc moi ce que j'espère, c'est que les gens vont se rendre compte de la nécessité des gens dans la santé, que ce soit les pharmaciens, mais bien évidemment les infirmiers, les médecins, etc. De l'importance de la santé en tant que telle, de prendre soin de soi aussi. Une chance aussi, oui, parce que effectivement mon activité, même si elle souffre du fait de la salle, de la fermeture de la salle, j'ai la chance d'être considérée comme essentielle, de pouvoir rester ouverte. Maintenant, j'espère que ça sera que du positif encore une fois, et que ça sera parce que les gens aussi ont pris conscience de ce qu'on pouvait offrir, et que en termes communautaires, surtout à Clapham, on aura fait très bien notre travail. Alors justement, vous aurez fait très bien votre travail. Vous parlez de communication, Marine. Est-ce que, au terme de cette pandémie, au terme de cette crise, est-ce que vous allez communiquer différemment, justement peut-être en disant que vous avez réussi à surmonter et à donner ce qu'on attendait de vous pendant cette crise? Est-ce que vous allez changer votre mode de communication au terme de cette pandémie, Marine? Eh bien non, je ne crois pas en termes de communication, puisque moi je suis toujours sur le vrai en fait, et ce que j'estime le mieux. Donc je continuerai à faire la même chose en fait, pas plus ou pas moins. Non, parce qu'on proposait déjà les consultations et les aides au well-being, être bien. Dans notre newsletter, c'est ce qu'on propose déjà. Donc je crois pas que ça changera fondamentalement ma façon de communiquer. Les outils que l'on utilise, c'est-à-dire la newsletter, les réseaux sociaux, on les utilisait déjà avant. Non, je crois pas. Je pense que on restera toujours dans ce qu'on sait faire de bien et de mieux, d'être au plus près des gens et de leur proposer des choses qu'on croit qui sont les bonnes en fait, que ce soit dans la prévention, dans le bien-être.
Voilà. Alors, vous parlez justement de bien-être. Est-ce que vous pensez que au terme de cette pandémie, alors là, je m'adresse autant à la jeune femme qu'à la pharmacienne, est-ce que vous pensez que ça va redonner de la place au bien-être? Le bien-être, au terme de cette pandémie, aura plus d'importance dans la vie qu'il n'en avait avant, peut-être? J'espère. En tout cas, je pense que ça serait une chose positive que tout le monde pourrait tirer de ça. C'est-à-dire, voilà, il faut prendre soin à la fois de sa santé mentale, comme on dit, mais ça peut être tout simplement un peu de mindfulness, un peu de sophrologie, un peu d'ostéopathie si besoin, quand on est mal dans son corps. Des choses simples finalement, mais qui sont vraiment nécessaires pour se sentir mieux au quotidien. Pour moi, c'est de la prévention, un peu, voilà, qui est nécessaire et même capital, je dirais. Et j'espère que les gens pourront avoir pris le temps pendant l'isolation de se rendre compte de ces petites choses, et puis aussi d'explorer un petit peu de yoga, un petit peu de méditation, des choses comme ça, et se rendre compte du bien que ça peut faire, et du coup l'incorporer dans leur vie qui sera reprise normale et active. Souvent, je pense qu'on reprend très vite les mauvaises habitudes, mais j'espère que du coup le bien-être sera quand même privilégié après. Au terme de quelques semaines déjà de crise, appelons ça une crise, est-ce que vous avez une idée de financièrement comment vous allez sortir de cette crise, vous? J'avoue que je suis tellement occupée au quotidien que j'y pense pas trop. Je sais que j'ai déjà eu un contact avec mon landlord pour le loyer, où il sera assez souple. Je sais que l'État aussi a supprimé les business rates pour cette année, ce qui est déjà une bonne chose. Ma foi, je m'adapterai comme d'habitude. Comme je vous disais, je pense que j'ai la chance d'être dans un domaine où on n'est pas les plus impactés. J'ai énormément de peine pour tout ce qui est restauration, les gens qui ont des business qui venaient d'ouvrir, etc. Parce que je sais combien c'est compliqué et combien le cash flow est un moteur qui, à l'heure actuelle, est complètement coupé, en fait, est à l'arrêt. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour tous ces business-là. Moi, ma foi, comme d'habitude, je reste positive et j'estime que c'est un mauvais moment à passer, et je pense que ça ira de mon côté. Oui, vous pensez que l'impact ne sera pas forcément très important. L'an dernier, quand on avait discuté ensemble, vous m'avez dit que vous étiez à l'équilibre. C'est toujours le cas. Et est-ce que vous pensez donc que l'impact va être finalement minime pour vous? Je ne sais pas encore exactement les conséquences. Pour cette année fiscale qui vient de se terminer, on était en positif. Cette année fiscale qui commence, je sais pas. J'attends aussi de voir, que les gens continuent du coup à supporter leurs business locaux. J'espère que la consommation va changer à la fin de l'année pour Noël, etc., et que les gens se recentreront sur les business locaux et essaieront de les sauver, en fait, en quelque sorte, parce que je pense que la solution vient vraiment des consommateurs, et c'est à eux aussi de savoir ce qu'ils veulent, et s'ils veulent privilégier les business locaux qui ont des familles et des bouches à nourrir et qui sont souvent juste à l'équilibre, ou si ils reprendront vite les habitudes d'acheter en ligne dans des grosses compagnies et qui n'ont pas forcément besoin à l'heure actuelle. Oui, Marine, de par votre profession, vous êtes un petit peu devenue, à votre corps défendant, un acteur, une actrice de cette crise, de cette pandémie. Est-ce que quand on est un acteur de quelque chose comme ça, est-ce qu'on a le droit de se laisser aller à la sinistrose qui est partout autour de nous en ce moment? Non, je pense que justement c'est notre rôle de garder la tête froide, de rester vraiment sur les études qui sont prouvées, sur les faits, et non pas l'émotionnel, on va dire. Nous, notre rôle de professionnel de la santé, c'est vraiment de rester basé sur les faits scientifiques, et pas partir dans tout ce qui est émotionnel et sinistrose, comme vous dites, ou les oui-dire, les on-dire, etc. Nous, on doit informer, mais avec des choses qui sont vérifiées. Ma dernière question, elle va s'adresser là exclusivement à la pharmacienne. Est-ce que vous pensez que dans ce domaine précis de la pharmacie, dont on parle tous les jours en ce moment dans toutes les émissions de télévision, est-ce que vous pensez que dans ce domaine de la pharmacie, il y aura un avant
et un après coronavirus? C'est une très bonne question, Eric. Je ne sais pas trop. En fait, là, la visibilité est un peu difficile à voir. Je pense que les gens seront quand même reconnaissants du fait qu'on soit en première ligne et qu'on soit là, un bon petit soldat pour les aider au plus possible. Je pense pas que fondamentalement ça change, étant donné qu'on était déjà là avant. Peut-être un peu dans la vision que les gens ont de nous, peut-être un peu. Après, l'activité en tant que telle, non, parce que les choses vont doucement se remettre en place et on reprendra notre rôle tel qu'il était avant. Continuer de la même manière, mais savoir s'adapter aux nouvelles contraintes et savoir répondre aux interrogations post-coronavirus, c'est un programme que Marine Vincent, par sa curiosité et par son enthousiasme, ne devrait pas avoir trop de mal à suivre. Avant de nous séparer et pour rester malheureusement un peu dans le même registre, cette question. Et si un traitement venait à être trouvé? La réponse de l'étude de McKinsey, sur le plan économique, cela ne changerait rien. Ces délais, même virtuels pour l'instant, semblent incompressibles. Tout va bien. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce podcast ici même, mais aussi sur iTunes. Restez chez vous et passez une bonne semaine malgré tout. Salut.